C'est la troisième journée de la 34e édition de l'Open Stade Français et aujourd'hui on commence cette édition avec des petits backstage. Est-ce que vous saviez que les joueurs après chaque match allaient chez le cordeur? Je vous emmène tout de suite et je vous explique ce que c'est. Après chaque match, les joueurs et les joueuses se retrouvent ici pour faire réparer leurs cordages qui ont été brisés pendant les matchs. Allez, venez, je vous explique tout. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Je recorde les raquettes des joueurs pour leur prochain match. Ça vous prend combien de temps à peu près de faire ça? Entre 10 et 15 minutes par raquette. Par raquette? Et vous en avez combien la journée? Une soixantaine. Une soixantaine? Une soixantaine de raquettes à la journée, ouais. Et tous les jours, en fait, après chaque match, les liens sont rompus, c'est ça? Exactement, toute la raquette casse au fur et à mesure que les joueurs jouent et en plus sur terre battue, ça casse un tout petit peu plus vite que sur dur. Donc voilà. Là, le cordage, il est bleu. Est-ce qu'il y a des couleurs tendances, vu que c'est des enfants? Beaucoup de cordages sont noirs et après très peu de couleurs flashy, mais ouais, un petit peu. Alors là, on est dans le bureau de la juge arbitre. Elle va nous expliquer c'est quoi son rôle. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, c'est quoi la fonction du juge arbitre? Alors la fonction du juge arbitre, c'est en fait un petit peu ce qu'on appelle le directeur du jeu, ou la directrice du jeu en l'occurrence, d'un tournoi. Donc on s'occupe de gérer toutes les listes des joueuses et joueurs, des inscrits, et ensuite on fait les tableaux, la programmation de chaque jour, et on s'occupe aussi de gérer toutes les problématiques qu'il y a sur le terrain, notamment en cas de litige avec un arbitre ou en cas de problème comme on vient d'avoir, notamment en cas de blessure, pour accompagner le kiné. Et on est aussi à disposition bien entendu de toutes les joueuses, joueurs, coachs, accompagnateurs pour les questions de règlement, pour les contestations, pour les besoins un petit peu particuliers en termes de programmation, de suivi. Voilà. Et par exemple là on gère aussi avec les arbitres des sorties toilettes qui sont autorisées en fait à la fin de chaque set, et pour éviter le coaching qui est interdit en fait dans les règlements Tennis Europe par les parents ou des coachs, on est obligé de les faire accompagner par une ou un arbitre en dehors du cours pour s'assurer qu'ils ne reçoivent pas des conseils et que généralement l'adversaire lui du coup n'en bénéficierait pas, ce qui romprait en fait l'équilibre du match. Bon, on vient de parler joueurs et classement. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'elles en sont les filles ce matin. Tout de suite, le brief de Nathan. Eh bien, le tournoi suit son cours. Il n'y a toujours pas de surprise à signaler parmi les favorites, à l'image de la tête de série numéro 1, la Tchèque Laura Šlumska, qui a pulvérisé son adversaire 6-0, 6-0. Opposée à la joueuse indienne Ahn, elle a pu s'appuyer sur un gros service pour maîtriser la rencontre. Une victoire nette et sans bavure de la Tchèque qui lui a permis d'aller féliciter sa compatriote Sophie Motlova sur le court d'à côté. Motlova, troisième tête de série, a elle déroulé contre la française Charlotte Cora-Brunton. Score final 6-2, 6-0. 6-2, Les deux japonaises ont aussi pu célébrer leur victoire ensemble. Miyu Iwasa a écarté la française Lana Agbaba en 2-7, pendant que Sakino Miyazawa gagnait elle aussi un duel franco-japonais contre Ambre Le Prunenek. Je vous laisse admirer ce toucher sur cet amorti. Demi-finaliste l'an passé, Miyazawa nous a confié se sentir de plus en plus à l'aise. Je suis contente de mon niveau de jeu, j'ai réussi beaucoup d'amortis. Je veux jouer plus vite et réussir plus d'amortis cette année. Deux Françaises ont tout de même réussi à se qualifier au prochain tour. Anna Bajen s'en sort en 2-7 contre la Syrienne Aya Labididi. Ninon Carpentier aura dû batailler un peu plus avant de se défaire de l'Australienne Emily Chen en 3-7. A noter également la balade 6-3, 6-2 de la tête de série numéro 2 Alexandra Zaplava contre l'Italienne Ovarelli. Enfin, la très impressionnante Coréenne Yeseo Park poursuit son parcours après sa victoire 6-3, 6-4 contre la Brésilienne Maria Lopez. Il n'y a donc plus de Brésilienne pour succéder à la double tenante du titre, Victoria Barros. D'ailleurs, cette dernière nous a envoyé une petite vidéo depuis Wimbledon. Salut à tous, le Stade français, c'est moi, Victoria Barros. J'ai gagné les éditions 2022 et 2023 et j'en suis très heureuse. C'est un tournoi incroyable, l'atmosphère, le temps, les cours, l'organisation et le club sont super. J'espère que tout le monde profite de ce tournoi, que tout le monde fait des efforts et continue de se battre.
1 an après, je suis à Wimbledon pour jouer les juniors et je pense que ce tournoi est très important pour moi. J'espère que tous les joueurs vont se battre jusqu'au dernier moment. Je vous souhaite le meilleur et bonne chance. On vient de parler à l'instant de Victoria Barros. Mais côté garçon, est-ce qu'il y a des Français encore en lice pour succéder à Daniel Jade? Hugo, dis-nous tout. Ils étaient encore 8 Français en lice lors de ce deuxième tour. Certains nous ont surpris, d'autres nous ont déçus. Tout de suite, le récap. L'exploit du jour revient notamment à Luca Iliescu. Le Français était opposé à la tête de série numéro 4, Patrick Brain. Malmené dans la première manche et auteur de nombreuses fautes directes, le tricolore a dû batailler pour effacer sa mauvaise entame de match. Après le gain de la première manche, l'Irlandais a puisé physiquement et voit le Frenchie s'imposer en 3-7. Lucas a analysé sa rencontre à notre micro. C'est vrai que je perds des 6-4 au premier. L'autre il jouait pas mal et moi personnellement je trouve que j'ai fait pas mal d'erreurs. Et au deuxième j'ai essayé de trouver des solutions, essayer de la mettre plus dedans et de m'engager un peu plus physiquement. Et au troisième je trouvais que c'était vraiment bien ce que j'ai fait et qu'après il a un peu lâché. Donc voilà, je suis très content de cette victoire. Ça passe également pour Pablo Prada, le Français tête de série numéro 6 poursuit sa route sans trembler face à l'Italien Lorenzo Rampinelli, 6-1, 6-1. Autre tricolore en lice, Mario Vukovic a pris la porte contre le Maltais Evan Galea, 6-3, 6-4. Du côté des favoris, le Roumain tête de série numéro 1 du tournoi a éteint les espoirs d'Eleo Anité, 6-1, 6-2. André Radu a été une nouvelle fois solide en fond de cours, il a parfaitement su déjouer les plans du Français. Le Russe Nikita Berdin, tombeur de la tête de série numéro 3 au précédent tour, continue de se promener dans ce tournoi après sa victoire contre le Français Swan Reeves, même si une nouvelle fois il a contesté les décisions de l'arbitre à plusieurs reprises. Enfin, les autres têtes de série ont tenu leur rang, à l'image du Finlandais Alex Tuomolin qui a tout de même dû lutter pour s'imposer en 2 manches contre l'Italien Stefano Palanza. Attention également au Russe Pavel Junior Joromski qui a sorti le dernier Italien en lice dans ce tournoi, Diego Masera, 6-1, 6-2. L'Indien Katakam n'a pu jouer pleinement sa chance après s'être malheureusement blessé au dos. Quant à l'Algérien Nasser Gouli, il décroche également son ticket pour les 8e de finale et sera opposé à l'un des 4 Français restants. L'étau se resserre pour nos Frenchies. C'est le retour du beau temps à la Faisanderie cet après-midi. Au programme, détente, bronzage devant les matchs des doubles. On vous laisse avec les images.